t'as toujours pas levé la roulette de nez. D'un coup, t'as la roulette de nez qui commence à se lever, l'avion commence à se lever, puis en fait, c'est pas l'avion qui s'éloigne du sol, c'est le sol qui s'éloigne de l'avion à un certain moment donné. Tu vois ce que je veux dire? D'un coup, il y a du vide et puis t'es là, wow. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Bird Attack. Ça fait un petit moment qu'on n'a rien publié parce que c'était les vacances, tout simplement les vacances d'été, on était pas mal occupés. Hein. Ouais, des jets, non? On en parlera plus tard. C'était les vacances, c'est la rentrée aussi pour nous et on a aussi des vies à côté, donc... Voilà, raison pour laquelle ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Exactement, 3 mois où voilà, on a un peu voyagé, chacun de notre côté, on a fait 2-3 trucs, notamment un voyage aux États-Unis où j'ai profité pour justement piloter un avion là-bas sur place, louer une machine, et je vais vous raconter comment le faire si on a une licence qui n'est pas une licence américaine, mais une licence européenne. Du coup, là, tu as une licence européenne. C'est ça. Et enfin, c'est quoi pourquoi une licence européenne ne marche pas aux États-Unis? Historiquement parlant, normalement, chaque pays est souverain de son propre ciel, tu vois. De là, du coup, tu as des réglementations qui sont implémentées. En Europe, pour faciliter tout simplement le vol à l'étranger, si tu pars de la France, tu vas en Allemagne, il n'y a pas tant de contraintes que ça, justement parce que c'est régi, entre guillemets, par la même instance qui s'appelle l'EASA. En Suisse, c'est pareil, hein, l'EFA qui régit un peu tout ça, mais ça reprend les règles de l'EASA. Ça permet d'avoir une homogénéité globale sur toute l'Europe. Si maintenant tu veux voler au Congo ou en Chine, c'est totalement différent. Pareil au Brésil, pareil aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est régi par la FAA, Federal Aviation Administration. Là-dessus, il y a des règles qui changent. Il y a certaines choses où eux, ils ont une habitude différente de le faire, donc ils ont un règlement qui est différent, que ce soit pour ta manière de voler, mais aussi la maintenance des avions, ou comment est-ce que ton apprentissage pour devenir pilote se passe aussi. C'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des instances différentes. Tu peux te permettre de faire un vol transatlantique, mais il faut que tu comprennes que ta licence que tu as doit être valable partout où tu vas. Alors, la FAA reconnaît les licences EASA, mais si tu veux voler vraiment là-bas sur le territoire, il faut que tu fasses en fait ce qu'on appelle une based on. C'est-à-dire que ta licence que tu as va être vérifiée et grossièrement, ils vont émettre un certificat qui stipule que avec ce certificat, tu as le droit de piloter un avion sous les règles de la FAA. Grossièrement, c'est un peu ça l'histoire. Et du coup, c'est quoi les étapes principales pour passer d'une licence EASA à une licence FAA? Alors, tu vas pas obtenir une PPL FAA. Ouais. Hein, tu vois, pour faire reconnaître ta licence EASA dans la FAA. Ouais, c'est plutôt ça ce qui se passe, en tout cas ce que moi j'ai fait, parce que rien ne vous empêche d'aller et faire directement votre PPL aux États-Unis avec justement la réglementation de la FAA, et puis voilà, avoir une PPL EASA ici en Europe, et puis avoir votre truc tranquillement. Mais c'est ça, et c'est peut-être pas le moyen le plus économique hein, qui existe. Mais il y a cette alternative où tu viens que sur un site qui s'appelle ICRA, qui est géré par la FAA, où là-bas tu vas dire en gros que tu es intéressé par l'obtention d'une licence basée sur ta licence EASA. Hein, donc ce truc te permet grossièrement de dire coucou, je suis là, voici mes coordonnées de licence. Donc tu donnes ton numéro de licence, ton nom, ton adresse, enfin toutes les coordonnées qu'ils te demandent. Et après le coup, la FAA va demander, dans mon cas, je suis en Suisse, va demander à l'OFAC de fournir et de confirmer toutes les données qui ont été transmises par moi. Si je suis soumis à des restrictions, si effectivement je suis un pilote qui a le droit de piloter des avions, ou si j'ai tout simplement dit n'importe quoi et là-dedans, du coup, ça va être une équivalence qui sera fausse. Suite à quoi, on va recevoir une lettre qui s'appelle une lettre de vérification. Donc ça va stipuler comme document officiel pour la suite des étapes que tu as le droit de demander une dérogation à la FAA pour qu'elle accepte ta licence EASA. Grossièrement, c'est un peu le concept. Après quoi, il faut prendre contact avec quelqu'un sur place qui pourra te signer ce document, qui grossièrement indique que voilà, c'est une équivalence. Après avoir reçu cette lettre de vérification, pour convertir ou obtenir plutôt ta dérogation basée sur ta licence EASA, pour avoir les mêmes droits de
de pilote qu'un pilote qui a une licence FAA. Il va falloir faire une application. Cette application, tu l'as fait pour pouvoir dire, voilà, moi j'ai tant d'heures de vol sur telle machine, je vole sur du monomoteur à piston, ou du bimoteur à piston, ou du turboprop, que sais-je. Tout ça, donc, va leur servir de base pour déterminer, ok, toi tu appartiens à telle catégorie de pilote, nous on peut te donner ça. Il faut comprendre que si tu as une licence par exemple commerciale, ils vont te la descendre d'un niveau. Ça, c'est un peu l'enjeu qu'il y a là-bas, c'est que, imaginons en Suisse, tu as une PPL VFR mais aussi IFR pour pouvoir voler aux instruments, donc ton rating IR, il sera pas valable là-bas, à moins que tu passes aussi un examen là-bas accordé à ça. Tu vois. Okay. Donc, prendre des vols d'instruction, machin, etc. En théorie, lorsque tu reçois ton attestation et qu'elle est signée, parce qu'il faut prendre rendez-vous sur place avec un gars qui va te la signer, qui va passer un petit entretien avec toi en anglais, du coup, pour savoir comment tu te sens, comment tu parles, comment tu t'exprimes, que tu es tout simplement quelqu'un d'assez décent pour te laisser piloter tout simplement des avions sur le territoire des États-Unis. On va pas rentrer dans les détails pourquoi il se pose toutes ces questions. Il va venir, il va te signer un papier. Ce papier-là te donne le droit de te lever de ce bureau, d'aller directement dans un avion immatriculé November, donc avec une immatriculation américaine, de le démarrer et partir en vol. Voilà. Grossièrement, à partir de ce moment-là, tu as le droit de prendre et de piloter un avion américain. Mais faut le trouver, cet avion américain. Et là rentre en jeu un peu ce côté intéressant, c'est que il y a des clubs, un peu comme en Europe, il y a des clubs, des écoles où tu viens, tu loues ton avion et tu pars en voler, où tu demandes à un instructeur de venir avec toi pour faire un vol. Là-bas, il y a juste des clubs de propriétaires qui se sont associés ensemble pour laisser des avions sur lesquels ils ne volent pas énormément prêts à être loués. Ce qui donne en fait, par exemple, une énorme flotte de Cessna 172. Tu viens, tu dis voilà, je voudrais louer un avion. Ah oui, il y a telle et telle machine qui est disponible. Tenez, voilà. C'est très simple. Moi, je suis tombé sur un système qui est un peu dans l'entre-deux chez South Bay Aviation, sur un terrain qui est à Torrance, donc pas très loin de Los Angeles. C'est juste incroyable, juste déjà au niveau du prix. Parlons du prix. En Suisse, louer un avion monomoteur 4 places de 180 chevaux, voilà, ça coûte peut-être dans les 300 francs. Là-bas, on était à $189 de l'heure. Carburant inclus. Bon, déjà, le prix du carburant est différent. Et un truc qui est aussi incroyable, c'est qu'ici, on a une politique où, en Suisse, quand on pose, voilà, il y a une taxe d'atterrissage qu'on paye. Voilà, ça dépend du poids de l'avion. En France, c'est pareil, mais les prix sont très différents. En France, voilà, on est peut-être quelque chose sur les 5 à 10 euros, alors qu'en Suisse, on est plutôt sur quelque chose où, voilà, c'est 20-30 francs pour un PA28. Tu vois. Encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on y va avec cet avion. Là-bas, aux États-Unis, il n'y a pas de taxe d'atterrissage, hormis à certains endroits pour l'instant. Mais c'est en train de changer. Mais actuellement... Ils sont en train d'aller vers des taxes. Ouais, ils sont en train d'aller vers les taxes, mais actuellement, c'est la phrase. Voilà, il n'y a pas. Sauf, par exemple, j'ai été sur l'île Catalina, je vous en reparle après. Là, tu as une taxe d'atterrissage qui est quand même demandée, une taxe d'atterrissage de $34. Pas énorme non plus. Du coup, en début de vidéo, tu as dit que tu es parti aux États-Unis cet été pour justement faire ce transfert de licence, cette reconnaissance de licence. T'as des anecdotes par rapport à ça? Tu m'as parlé de l'île Catalina, de South Bay. Oui, bon, alors... Comment ça s'est passé? J'ai plein de choses à raconter par rapport à ça, et c'était vraiment une expérience incroyable que je recommande à tous ceux qui ont l'occasion ou l'opportunité qui se présente de le faire. Faites-le. Donc, déjà, faut se préparer à l'avance. C'est pas juste du jour au lendemain, tu te présentes, tu dis voilà, bonjour, je voudrais voler. Non, c'est facilement 6 mois à l'avance. Quand je suis arrivé là-bas, sur le terrain, donc j'ai rencontré mon instructeur. Par chance, un ami qui habite en Suisse m'a déjà donné 2-3 petits tips, m'a prêté un petit livre dans lequel il y a beaucoup de conseils. Je vous recommande tout ce qu'on met en description d'aller voir. C'est des bons liens utiles pour vous si vous voulez apprendre comment voler aux États-Unis, notamment la réglementation. On aime le partage. On aime le partage. Abonnez-vous. J'ai eu la chance de rencontrer un instructeur qui est très expérimenté dans le fait d'enseigner. On a passé, je pense, facilement 2 à 3 heures au sol à parler de la machine et à parler aussi des petites différences qu'il y a, des petites nuances qu'il y a en termes d'espace aérien ou encore de procédures à appliquer. Parce que ici en Europe, c'est relativement différent du style. On a des cartes avec
avec des circuits d'approche publiés. C'est-à-dire que on vient pas comme on veut pour intégrer un circuit. Il y a certains secteurs par lesquels on passe. Voilà, on peut pas venir comme aux États-Unis ils le font à 45 degrés en début de vente arrière. Enfin, c'est toute une autre procédure. Voilà, il y a des différences, il y a des nuances qu'il faut tenir en compte. Et tout ça, on passe beaucoup de temps à discuter avec un instructeur. Il y a d'ailleurs un questionnaire qui m'a été fourni, que j'ai dû remplir en avance, où j'ai passé peut-être 2 heures à éplucher un manuel de vol d'un avion, qui au final n'était pas celui sur lequel j'allais passer mon cours. Mais voilà, on aime les surprises. On aime les surprises, mais c'était une chouette expérience. Donc on vous a fait une vidéo de présentation du Cessna 172 et justement, comme c'est un avion qu'on retrouve mais partout et que c'est un avion très simple, c'est celui-là que j'avais. Une modification aussi avec un moteur de 180 chevaux à injection cette fois-ci. Par contre, une différence notoire, c'est que ici, quand on parle à la radio, on est calme. Là-bas, il débite mais non-stop. Donc la charge de travail, elle est énorme. En termes de radiophonie, c'est quelque chose, voilà, faut suivre. Surtout que là où j'ai volé, donc c'était dans l'espace aérien de Los Angeles. C'est le 3e terrain le plus chargé du pays là-bas. Donc voilà. Après avoir fait mon vol de contrôle avec l'instructeur, j'ai toujours rêvé d'aller poser sur l'île Catalina. C'est une île dans l'océan Pacifique où on a une île quasiment déserte. Il y a juste un petit village en contrebas et sur le plus haut sommet de l'île, il y a un aéroport qui s'appelle Airport in the Sky de l'île Santa Catalina. Pour pouvoir atterrir là-bas, tu dois faire un cours spécial. Tu peux pas juste poser comme ça et repartir comme tu veux. Pourquoi ? Parce que ils ont une spécificité. Et une spécificité, c'est la piste, elle est un peu en forme de lentille. Et ce qui veut dire que quand tu es au bout d'un des bouts de la piste, tu vois pas l'autre. Donc déjà, ça, c'est un peu sketchy. Un autre truc, c'est que tu as l'impression de venir apponter, comme sur un porte-avions, parce que de chaque côté de la piste, tu as des falaises. Et c'est juste incroyable. Déjà, là, cette sensation de... Tu décolles, tu as l'impression que la piste arrive à son terme et tu n'as toujours pas levé la roulette de nez. D'un coup, tu as la roulette de nez qui commence à se lever, l'avion commence à se lever, puis en fait, c'est pas l'avion qui s'éloigne du sol, c'est le sol qui s'éloigne de l'avion à un certain moment donné. Tu vois ce que je veux dire ? D'un coup, il y a du vide et puis t'es là, wow. Bon, t'es pas aspiré ou quoi que ce soit, hein. Enfin, c'est très doux, mais ça reste quand même quelque chose où, ouais, c'est intéressant. Puis tu fais quelques tours de piste là-bas, sous la supervision d'un instructeur qui est qualifié. Après quoi, tu es qualifié à vie pour aller poser à Catalina. Après ce petit exercice, j'ai eu la chance de prendre mes parents. On a fait un petit tour dans les environs. C'était cool, vraiment. J'ai vraiment adoré et je recommande de voler. D'ailleurs, peut-être l'année prochaine, ce serait une bonne idée qu'on y aille. On ne sait pas. Pourquoi pas ? En tout cas, ça a l'air méga stylé. L'île Catalina, ça me chauffe bien. Ça a l'air très intéressant. En plus, tu peux venir poser et faire du camping là-bas. Ouais, oui, tu m'as dit. Il y a des gens, ils viennent avec leur avion, ils mettent une tente et ils dorment. Puis elle est pas accessible par bateau, c'est ça ? Alors oui, elle est accessible par bateau, mais tu vas uniquement dans le village qui est en contrebas, alors qu'avec l'avion, t'es amené dans cet aéroport, puis après, t'es libre de faire toute la marche que tu veux, parce que c'est éloigné de tout. Et du coup, si tu devais un peu résumer cette expérience et résumer les conseils que tu as pu donner dans cette vidéo, finalement, la personne qui veut faire cette reconnaissance, en résumé, les conseils, c'est quoi ? Alors, faut pas le faire au dernier moment, faut le faire assez en avance, notamment trouver les responsables qui peuvent justement déléguer cette reconnaissance. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre physique, eux, ils ont des trucs de leur côté, hein, t'es pas leur priorité. Moi, j'ai dû me reprendre peut-être 6 ou 7 fois vers différentes personnes pour pouvoir trouver une date qui correspond et à moi et à lui, tu vois. Comment t'as trouvé ces personnes ? Alors, il y a une liste publiée par la FAA où tu dis l'endroit où tu vas tout simplement vouloir voler. Et là-bas, tu vas trouver les gens dans le département ou directement à l'aéroport avec leur numéro de téléphone ou leur adresse mail avec qui tu peux prendre contact. C'est très très simple et c'est très pratique, je trouve, honnêtement, comment ça a été fait. À côté de tout ça, il y a le fait de réserver un avion. Réserver un avion aux États-Unis, il y a beaucoup de demandes. C'est un autre monde, hein. C'est pas comme ici en Suisse ou en Europe où voilà, c'est très souvent d'avoir un avion dans un hangar d'un club qui sort pas tous les jours. Là-bas, les avions, ça vole énormément. Donc il faut se prendre aussi à l'avance. Après,
Encore une fois, moi je suis tombé sur un endroit où c'était relativement calme au niveau des vols. Donc voilà, moi je recommande South Bay Aviation à Torrance, ils sont top. Il y a un autre truc aussi qui est important, c'est de se préparer au niveau du matériel à prendre avec soi. Donc acheter une carte qui est actuelle de la zone où vous allez voler. Ce genre de choses, c'est voilà, il faut préparer. Il faut pas aller juste la tête vide, les mains dans les poches et en sifflotant. Fleur au fusil. Ouais, exactement. Ça marche pas. Non, là, tu vas payer cher parce que du coup, l'instructeur va devoir prendre beaucoup plus de temps pour t'expliquer ce genre de choses. Lisez, informez-vous beaucoup par rapport à ça. Utilisez les livres qu'on vous a mis en description. C'est des très bons livres pour préparer à ce genre de vol. Et au final, toutes ces démarches, ça t'a pris combien de temps à faire, à préparer? À préparer. La lettre de vérification pour la demander et s'inscrire sur le site ICRA, c'est peut-être 20 minutes à tout casser, en ayant tout sous la main. Le reste, c'est un peu au gré du vent et comment les documents m'arrivaient. Sur la durée totale du truc, peut-être en 3-4 mois à l'avance, c'est bien. 6, c'est mieux. Et sur place, ça t'a pris combien de temps? Une demi-journée, même pas. Ouais. Même pas une demi-journée. Donc c'est assez rapide parce que, encore une fois, c'est pas compliqué dans la manière des examens, des questions qu'on vous pose, etc. C'est juste long, mais encore une fois, c'est que du fun à la fin. C'est un peu comme tout dans l'aviation, un peu de persévérance, un peu de préparation en amont. La majeure partie du boulot, il se fait avant. Oui, bien sûr. Quand tu vas prendre l'avion du hangar pour partir, je sais pas, en Allemagne, par exemple, oui, t'as maintenant sur le téléphone ou sur l'iPad avec une application, tu le fais en 2-2 ton plan de vol. Mais quand même, toute la planification de par où tu passes, comment tu passes, la météo, comment elle évolue, etc. C'est quelque chose que tu fais tout en amont. Donc, au final, effectivement, dans l'aviation, quand tu veux faire quelque chose, il y a beaucoup de préparation et après tu y vas. Et ça, c'est pareil. D'abord, on prépare et ensuite, on va sur le terrain. Donc, nous, ça nous tenait à cœur de vous faire cette vidéo aussi pour vous raconter un peu ce qu'on a fait cet été. Il y aura d'autres épisodes qui vont suivre bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas chômé pendant ces vacances. On s'est même vu quelques fois. On a beaucoup discuté par WhatsApp et téléphone, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver. On a aussi, avant les vacances, on a même beaucoup travaillé pour des projets qui sont encore en cours maintenant. Donc voilà, il y a vraiment des gros trucs qui vont arriver. Et on se réjouit de tout vous présenter. Mais pour l'instant, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un commentaire et à plus tard. Ciao, merci et abonnez-vous.